Bonne fin d'après-midi, tout le monde. Je suis Sarah Dumapril, conseillère aux événements et à la logistique chez Fadio. On arrive déjà à la dernière activité, la deuxième journée de la semaine de la FAD. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont été avec nous depuis hier, mais ça passe vite. On a des belles conférences, des beaux ateliers, des beaux panels de discussion. Je vous invite à utiliser le clavardage tout au long de la présentation. Vous pouvez y inscrire vos questions, commentaires. On a des membres de notre équipe qui sont là et qui vont prendre tout ça en note. Donc, cet après-midi, on a une conférence sur la place du métavers en éducation. C'est un sujet qui nous intrigue beaucoup, le métavers, de voir comment ça va évoluer. Donc, pour nous parler de la place du métavers en éducation, on a Marie-Ève Lapolice, donc, qui a enseigné au secondaire pendant plus de 10 ans et qui a fait une maîtrise en éducation dont le mémoire portait sur la ludification. Gay Cavoué, elle se passionne pour tout ce qui est technologique et elle se spécialise dans les réalités virtuelles et augmentées. Elle a également participé au hackathon Repenser l'école et au coopérathon Desjardins, durant lesquels elle a conceptualisé un nouveau type de bulletin nommé Évolistique. Depuis 2020, Marie-Ève est conseillère pédago-numérique au Récit Art. Bonjour Marie-Ève, ça va bien? Bonjour Sarah, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Très heureuse de t'avoir avec nous pour venir parler du métavers, là, qui est un sujet en effervescence. En Donc, effet. je te laisse tout de suite la place là, pour nous parler de ça. Je te souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer tout de suite avec mon partage d'écran. Alors, je suis ici donc pour vous parler de la place du métavers en éducation. Et on a quand même un bon menu sur la table ce soir. Donc, 10 points que j'aimerais aborder avec vous, en commençant avec la définition, bien sûr, du métavers, mais on va aussi parler de son historique, des différentes technologies qu'on utilise pour y accéder ou le construire, etc. Des limites et enjeux qu'on peut faire face en alliant métavers et éducation ensemble. Et bien sûr, imaginer peut-être le futur de ce que ça pourrait avoir l'air. Donc, Sarah m'a déjà présenté au tout début, mais je vous rappelle, vous avez le lien vers le Geniali ici, la présentation dans le fond, avec le petit lien court monurl.ca/métavers Fadio 23. Alors, je commence par la définition. On va savoir qu'est-ce que c'est exactement le métavers. Alors, c'est un mot valise, dans le fond, qui est constitué du préfixe méta, qui veut dire après, au-delà, et du suffixe vers, qui veut dire un tout, un ensemble. Donc, un ensemble au-delà un univers, dans le fond, au-delà de notre univers actuel. Et là, c'est ce qu'on appelle ne plus être sur Internet, mais dans Internet. On est à l'intérieur de ce monde-là. J'ai parlé d'Internet parce que quand on parle de métavers, on associe ça, dans le fond, à une évolution du web. On a eu le web 1.0 qui était vraiment statique. Ça nous permettait d'accéder à des sites web, à des informations de manière très, très simple. Après ça, on a eu le Web 2.0. On est encore dans le Web 2.0. Web 2.0 qui est un Internet de connexion, donc d'interconnexion entre chacun, de récolte de données, évidemment, mais surtout participatif. Donc, tout le monde peut interagir à l'intérieur de cet Internet-là. C'est plus seulement des spécialistes ou des compagnies, etc. Et on associe souvent le métavers à ce qu'on appellerait le Web 3.0, donc la suite, l'évolution d'Internet, qui serait décentralisée, sans intermédiaire, bref, un petit peu peut-être complexe à appréhender pour le moment,
mais c'est une vision de l'avenir d'Internet. Mais quand on parle de métavers aussi, on le voit de deux manières. On le voit au singulier et au pluriel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est la même chose? Donc, quand on parle, les gens qui voient cette évolution-là comme étant quelque chose de singulier, en parlant du métavers ou le métavers, vont concevoir ça comme une conception globale, donc un univers commun et partagé, décentralisé. Et ce serait donc, on pourrait dire, au lieu du World Wide Web, donc www, on appellerait ça le World Wide Metaverse. Alors ça serait le métavers, donc le grand métavers. Mais il y a d'autres personnes qui voient ça plutôt comme plusieurs petits univers interconnectés, qui seraient donc les métavers, et que chaque entreprise pourrait créer elle-même ces petits ex-vers-là. Donc, on pourrait voir, par exemple, un Disney vert ou un Walmart vert ou toutes sortes d'autres entreprises comme ça pourraient créer son petit métavers. Mais selon l'Office québécois de la langue française, c'est défini comme étant un monde virtuel, immersif et persistant qui permet la virtualisation des activités humaines, notamment sociales, ludiques, culturelles et commerciales. Donc, je vais découper un petit peu ce que ça veut dire. Alors, quand on parle de virtualisation, on parle de intégrer le réel dans le virtuel, donc reproduire des éléments du réel à l'intérieur du monde virtuel, mais aussi vice-versa, dans le sens d'importer des éléments du virtuel à l'intérieur de notre monde réel. On parle aussi d'immersion dans la plupart des définitions. On parle vraiment d'un monde où on se sent vraiment en immersion à travers différentes fonctionnalités ou différents outils qui permettent de l'interactivité, comme l'audio spatial aussi, qui permet de, quand on se tourne la tête, on a vraiment l'impression que le son arrive d'un tel endroit. Bref, toutes sortes de technologies comme ça qui vont nous permettre de nous sentir encore plus en immersion à l'intérieur du monde virtuel. Et il y a un terme qui est vraiment important dans les définitions du métavers, c'est le terme c'est la notion de la persistance. C'est-à-dire que c'est un monde, un univers qui reste là, ouvert, accessible en tout temps. Donc, ce n'est pas comme un Zoom où le Zoom, une fois que j'éteins la réunion, je ferme la réunion, il n'y a plus personne qui peut venir à l'intérieur de cette réunion-là. Donc, le métavers ou les métavers, ce sont des mondes qui restent ouverts en tout temps, auxquels on peut accéder en tout temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais dans la définition de l'Office québécois de la langue française, on parle de plusieurs activités humaines, mais on ne parle pas de l'activité de l'éducation. Alors, est-ce que l'éducation a sa place dans le métavers? On va commencer par voir un petit peu l'historique. Donc, d'où ça vient, le concept du métavers. Évidemment, il y a beaucoup d'avancées et de jalons importants dans l'évolution du concept, mais ici, on a quelques petits points qui pourraient peut-être nous intéresser un peu plus ou que vous reconnaissez peut-être plus facilement. Mais disons qu'on peut dire que le métavers a 30 ans, dans le fond, dans sa conception. C'est passé par différentes avancées technologiques pour se rendre, bien sûr, ici en 2023. Alors, on va voir au début, c'est né, dans le fond, comme plusieurs avancées technologiques dans la littérature, dans la science-fiction. Et ici, on parle du roman Snow Crash de Neal Stephenson, qui parlait justement d'une espèce d'univers alternatif. Vous avez bien sûr vu La Matrice, évidemment, et peut-être que vous avez aussi vu le film Ready Player One, donc d'autres films, d'autres science-fiction qui ont permis de démocratiser le concept d'univers parallèle, donc un autre univers dans lequel on pourrait évoluer et on est complètement représenté nous-mêmes physiquement, on peut interagir avec les objets, les autres, se réunir dans un autre univers, etc. Mais une autre avancée qui a permis de développer le concept du métavers, c'est vraiment les jeux multijoueurs.
Donc, tous les jeux qui nous permettent de se réunir à plusieurs avec de grandes quantités de personnes, c'est ce qui fait qu'on se sent encore plus interconnecté avec les autres et qu'on a l'impression d'être vraiment dans un univers parallèle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Second Life. C'est, disons, le plus vieux métavers, si on peut appeler ça comme ça, ou c'est l'univers virtuel le plus, un des univers virtuels les plus anciens. Il date de 2003. Il est arrivé toutes sortes de choses à l'intérieur de cet univers-là, comme des mariages même. Bref, ça existe encore aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler aussi de Fortnite. Il y a eu un concert de Travis Scott en 2020 qui a accueilli près de 30 millions de spectateurs en même temps pour voir le spectacle virtuel à l'intérieur du jeu Fortnite. Un petit spectacle qui a duré 9 minutes. Donc, c'est quand même une grosse prouesse. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques, mais c'est quand même une grosse prouesse de réunir autant de personnes dans un même endroit virtuel. Une autre avancée technologique, c'est l'économie virtuelle. Alors là, on peut penser qu'il n'y a pas vraiment de lien avec l'éducation. On parle d'économie virtuelle, mais le lien avec l'éducation, dans le fond, c'est tout ce qui a rapport aux jetons non fongibles. Parce que le jeton non fongible est basé sur la technologie de chaîne de blocs, donc des blockchains, qui permet de retracer les transactions, donc l'origine de la transaction et chacune des étapes de la transaction. Donc, ça permet de valider l'authenticité d'une documentation. Donc, ça pourrait être utilisé, par exemple, pour valider la documentation d'un brevet, d'un diplôme quelconque. Et la propriété intellectuelle aussi des objets qui sont insérés à l'intérieur du métavers ou utilisés dans les mondes virtuels. Je n'irai pas dans les détails techniques parce que c'est quand même assez costaud comme sujet déjà en partant la technologie de chaîne de blocs et les jetons non fongibles, mais vous avez quelques informations ici. Ensuite, une autre technologie qui est hyper importante quand on parle de métavers, c'est bien sûr la réalité virtuelle. Donc, en 2014, Palmer Luckey crée un casque qui est presque facilement accessible. Bon, c'était quelques milliers de dollars, mais quand même beaucoup plus facilement accessible que les gros accoutrements qui étaient disponibles avant. Et ça a vite pris feu. Et il a vendu sa compagnie à Facebook pour 3 milliards de dollars. Donc, en parlant de Facebook, justement, c'est, disons, Facebook qui a remis ou repopularisé le terme métavers quand il a changé son image de marque de Facebook à Meta. Donc, il y a eu toute une présentation qui expliquait comment justement il veut créer le métavers et il veut que les outils Facebook permettent d'accéder à cet univers, etc. Donc, c'est beaucoup à cause de ça qu'on entend vraiment beaucoup parler du terme métavers depuis quelques années. Donc, ça, c'est sûr que c'est un portrait très, très, très rapide de l'historique du concept, mais on a commencé à parler des technologies, justement, qui sont utilisées pour accéder au métavers ou vivre le métavers. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve, nous, dans nos écoles? Est-ce qu'on est proche? Est-ce qu'on a la possibilité de vivre ce type d'expérience-là déjà dans nos écoles? Alors, la technologie qui est nécessaire, c'est tout ce qui concerne la réalité étendue. Donc, dans la réalité étendue, on a la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée. Donc, la réalité virtuelle, ça prend vraiment un casque pour être en immersion complète. Donc, on a un écran qui nous affiche un monde virtuel. On ne voit pas du tout le monde autour de nous et on va avoir des appareils pour interagir. Ça peut être des manettes, quoi que ce soit, ou maintenant avec des manipulations à l'écran, on va être capable d'interagir avec le contenu numérique. Donc, ça, c'est la réalité virtuelle. Ensuite, la réalité augmentée, ça se vit à travers un appareil mobile. Donc, ça prend un téléphone ou une tablette et à travers la caméra de cet appareil-là, on va faire s'afficher une couche virtuelle. Donc, un objet numérique va s'afficher sur ce qu'on voit de notre réalité autour de nous.
Donc, pensez à Snapchat si vous avez utilisé, ou même dans Zoom, si vous avez utilisé des filtres de votre caméra. Ça, c'est de la réalité augmentée. Donc, vous avez superposé sur votre image un objet virtuel. Ensuite, il y a la réalité mixte. Donc, la réalité mixte, c'est un mélange entre les deux. Donc, je pourrais avoir un casque de réalité virtuelle, mais avec des caméras qui me permettent de voir mon environnement quand même autour de moi et de manipuler des objets virtuels qui ont l'air d'être dans mon environnement. Donc là, c'est un petit peu plus complexe, mais tout ça, ça fait, dans le fond, partie de la réalité étendue, donc différentes façons de jouer avec des éléments virtuels. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous, pour accéder à ce type d'expérience-là? On a bien sûr des ordinateurs et des appareils mobiles, mais de plus en plus d'institutions sont dotées de flottes de casques, que ce soit des casques filaires branchés à des ordinateurs ou des casques autoportants comme le Quest ou d'autres appareils comme ça. Donc, ça permet de vivre des expériences immersives à l'école, mais aussi à la maison. Donc, de plus en plus de gens aussi s'équipent de ce genre d'appareil-là à la maison. D'autres technologies qui sont utiles, qui sont peut-être pas nécessairement aussi utilisées, par exemple, la numérisation 3D. Ici, j'ai mis une image avec un capteur, une espèce de grille pour faire la numérisation 3D, mais maintenant, c'est rendu, il y a tellement de nouvelles applications qui sont super performantes, qui permettent de faire des numérisations 3D sans même avoir l'espèce de petite plateforme, l'espèce de petit capteur de zone en dessous. Et donc, ça permet de virtualiser nos objets physiques. Alors, je pourrais prendre ma bouteille à moi et l'importer avec moi, la numériser et l'importer avec moi dans le métavers ou dans un univers virtuel. Il y a aussi, bien sûr, depuis plusieurs années déjà, là, le concept des badges numériques, mais ce n'est pas encore aussi utilisé de manière massive là, dans les écoles, surtout primaire, secondaire, probablement plus au niveau universitaire, mais avec la technologie des NFTs, des jetons non fongibles dont j'ai parlé tout à l'heure, il y aurait moyen justement d'aller encore plus sécuriser, dans le fond, l'octroi et la réception des badges numériques. Donc, plus précisément, quand on parle de réalité augmentée, alors qu'est-ce qu'on fait avec la réalité augmentée à l'école ou dans les écoles en ce moment? Habituellement, ça va être des applications qui permettent de voir et d'apprendre avec le contenu qui va être affiché à l'écran dans notre environnement. Ce sont des applications, des jeux qui ont été créés par des compagnies et qui peuvent parfois être aussi géolocalisés. Donc, ici, on a quelques exemples, là, que ce soit de Mission to Mars ou un atlas d'anatomie humaine. Donc, on va voir le corps ou l'objet s'afficher vraiment sur notre table physique, là, mais via la caméra de notre appareil. Mais on peut aussi créer des expériences de réalité augmentée. Les plateformes, la plupart sont payantes, les bonnes plateformes pour créer des expériences de réalité augmentée. Il y en a qui sont gratuites, mais qui sont très, très, très complexes à prendre en main. Et il y en a d'autres ici comme Adobe Aero et Reality Composer qui permettent quand même de créer des expériences assez intéressantes et créatives en réalité augmentée. Donc, autant les enseignants que les apprenants peuvent s'en servir, que ce soit pour montrer leurs apprentissages ou pour que les enseignants créent des expériences pour les élèves, les étudiants. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'une des missions de l'école, c'est aussi socialiser. Donc, est-ce que la réalité augmentée peut nous permettre de socialiser actuellement? Il n'y a pas beaucoup d'applications de réalité augmentée où on peut collaborer. Alors, c'est très, très difficile comme technologie d'être capable parce que la géolocalisation, elle n'est pas encore ultra efficace sur nos appareils
pour permettre qu'on puisse vraiment être les deux ou plusieurs ensemble en train de créer du contenu. On peut vivre du contenu ensemble comme Pokémon Go, des choses comme ça. On peut les vivre en collaboration, mais on n'est pas vraiment en train de créer ou de collaborer en tant que tel. Il y a quelques petites applications. La première ici, je l'ai laissée là parce que moi, je l'ai encore dans mon téléphone, mais elle n'est plus téléchargeable. Donc, elle n'existe plus. Just Align n'existe plus. Et c'est ça. Donc, ça, c'est pour la socialisation avec la réalité augmentée. Maintenant, au niveau de la réalité virtuelle, comment est-ce qu'on peut l'utiliser en classe ou comment est-ce qu'elle est déjà utilisée plutôt? Encore une fois, pour voir des lieux, des moments, des expériences virtuellement, comme par exemple, on peut faire toutes sortes de visites virtuelles, on peut voir des vidéos même en 360 degrés. Donc là, il n'y a pas vraiment d'interaction en tant que telle, on est en consommation passive, mais ça nous permet vraiment de visiter des lieux ou des moments ou des espaces qui n'auraient jamais été possible de visiter en temps normal. C'est aussi utilisé pour simuler et pratiquer des métiers, par exemple, ou des concepts à l'école. Souvent, encore une fois, ça va être des expériences qui vont être créées par des entreprises. Donc, ce sont des jeux, des applications à bonne et due forme qui ont un contenu cible en particulier, un contenu ciblé, comme par exemple en haut ici, on parle de soins de santé. En bas, c'est un moteur, c'est vraiment au niveau de la mécanique automobile. Donc, ça va être une expérience ciblée. Ça va permettre de manipuler les objets, de se pratiquer en toute sécurité, de refaire autant de fois qu'on veut, puis de se sentir vraiment comme si on était sur place et qu'on avait vraiment ces objets-là devant nous pour faire des tâches qui sont impossibles en classe. Mais habituellement, comme ce sont des expériences qui sont créées par des compagnies, quand un enseignant veut créer des expériences des expériences virtuelles pour ses étudiants, ça va être un petit peu plus complexe parce que ça va demander des logiciels avec beaucoup qui vont demander des connaissances informatiques, de programmation, etc., un petit peu plus poussées, donc une certaine expertise. Ici, j'ai mis l'exemple de Unity, mais il y a Unreal, il y a plein d'autres plateformes qui permettent de créer des expériences de réalité virtuelle. Mais il existe aussi des expériences qui nous permettent de créer dans la virtualité. Donc, dans le monde virtuel. Alors, on pourrait s'imaginer être dans le métavers en train de créer à l'intérieur de cet espace virtuel-là, au lieu de créer sur notre ordinateur pour après ça vivre l'expérience ou la simulation par la suite avec un casque. On pourrait avoir le casque comme ici avec l'application MultiBrush. On utilise un casque Quest et vu que ça s'appelle multi-brush parce que c'est multijoueur, donc on peut être plusieurs en train de créer une œuvre d'art ensemble dans le même monde virtuel. En parlant de multijoueur, justement, donc dans la virtualité, il y a énormément de possibilités de collaborer et de partager. Il existe plusieurs plateformes différentes de collaboration. Il y en a qui visent vraiment le travail d'équipe, les réunions. Donc, il va y avoir toutes sortes d'outils pour les réunions, etc. Mais il y en a d'autres qui visent justement la présentation des productions des étudiants, comme avec Frame VR, par exemple, qui peut servir d'exposition virtuelle pour exposer le travail des étudiants, qui permet d'afficher des vidéos, qui permet de recevoir les visiteurs, d'interagir avec eux, etc. Donc, au niveau de la socialisation en réalité virtuelle, il existe encore une fois beaucoup de plateformes et cette fois-ci, ce sont des plateformes pour certaines, il va y avoir des plateformes qui vont être justement persistantes, donc qui vont continuer à exister même si moi, je ne suis plus dans cet univers-là. Alors, il faut faire attention, il y a plusieurs différents outils qui existent. Un des plus populaires, VRChat, que j'ai mis ici à l'écran, disons que
Il peut y avoir des problèmes de sécurité, de surveillance si ce sont de jeunes enfants qui vont se promener un peu partout dans les différentes salles qui ne sont pas nécessairement, voyons, modérées. Donc, il faut faire très attention à ça. Justement, parlant de plateforme, est-ce qu'il existe des solutions tout en un? Donc, des solutions qui sont persistantes ou non, mais des solutions où on peut vraiment comme avoir l'impression d'avoir une école ouverte pour recevoir autant d'étudiants qu'on veut. Alors, il existe déjà vous avez sûrement vécu quelques exemples durant la pandémie, durant les confinements et les visioconférences. Il y a plusieurs différentes solutions qui ont été mises de l'avant, comme par exemple Gather, Topia, pour rendre les visioconférences plus ludiques, disons, mais qui offrait quand même tous les outils de présentation nécessaires, partage d'écran, tableau collaboratif, etc. Mais ce qui est intéressant avec ces plateformes-là, c'est surtout le concept de l'audio, les bulles audio. Donc, quand on se promène à l'intérieur de l'espace virtuel, on n'entend plus les gens qui étaient plus loin, qui sont restés au point A. On ne les entend plus et on entend maintenant les gens qui sont au point B. Donc, ça permet vraiment de se retrouver avec des milliers de personnes sans que ça soit cacophonique. Ici, si on allume tous nos micros en même temps, on ne s'entendra pas, évidemment. Donc, c'est pas réaliste. Quand on fait un Zoom, c'est pas comme dans la réalité. Tandis que dans des plateformes comme ça donne l'impression d'être un petit peu plus réaliste parce que justement, quand je suis physiquement dans un lieu, si je m'éloigne, je vais entendre moins les gens qui sont restés derrière. Mais il y a des plateformes qui sont encore, ça c'était vraiment plus des exemples de base de visioconférences un peu différentes, mais il y a des plateformes qui sont vraiment dédiées à ça, dédiées aux grandes réunions. Il y a des événements qui se sont tenus, des événements mondiaux qui se sont tenus dans Engage VR. Il y a Altspace qui est mort dernièrement ou qui va mourir incessamment, malheureusement. Mais il y a Mozilla Hubs aussi qui existe. Il existe vraiment plusieurs plateformes comme ça. Et ce qui est intéressant avec Engage, c'est que maintenant, ils ont créé un deuxième système, dans le fond, le Engage Link, parce qu'ils veulent créer les métaversités. Donc, ils visent vraiment, justement, le public des universités pour que chacune des universités puisse se créer leur campus virtuel, un gros campus virtuel avec toutes sortes de fonctionnalités qui va permettre aux étudiants d'avoir des lieux de rencontre privés, des classes en grands groupes, des échanges, des temps de rencontre avec les professeurs, des outils, du matériel de manipulation virtuelle dans des laboratoires, etc. Donc, de vraiment essayer de recréer une université, mais dans le virtuel. Donc, on utilise déjà beaucoup des technologies qui vont être nécessaires éventuellement quand on va vouloir dire qu'on est vraiment dans le métavers ou qu'on évolue dans cet univers virtuel. Mais qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas encore plus proche qu'on devrait l'être? Là, vous allez reconnaître quand même que la plupart des limites, ça touche toutes les technologies. Évidemment, l'intégration de technologies à la base en éducation est difficile, mais il y a quelques petites particularités au niveau du métavers, puis des technologies de réalité augmentée, réalité virtuelle euh, que je vais souligner. Donc, évidemment, l'accès à Internet, c'est problématique, surtout quand on a des casques, par exemple, qui nous demandent de pouvoir accéder à un compte Facebook ou quoi que ce soit, puis que c'est bloqué dans notre institution. Ou tout simplement l'accès à Internet, là, des fois, il y a des jeux ou des applications qui demandent vraiment d'être connectés à Internet. Il y a les coûts, ça c'est évident, là, les coûts de développer ces technologies-là, de les acheter, de former, etc. Mais un des gros problèmes, c'est vraiment le contenu en français.
il y a énormément de contenu, il y a énormément d'expériences virtuelles et augmentées qui existent, mais elles sont la plupart du temps en anglais. Et il y a très peu de contenu en français. Puis souvent, les compagnies ne traduisent pas leur contenu, donc on est vraiment pris pour l'avoir en anglais. Et faire la recherche pour trouver le contenu en français, c'est pénible. Donc ça, c'est une grosse problématique en ce moment. Ensuite, on a la problématique du réalisme. Alors, pour se sentir vraiment en immersion à l'intérieur d'un espace virtuel, il faut que ça soit quand même assez réaliste, l'expérience. Si on n'a pas, si justement le son, c'est bizarre, ça ne fonctionne pas très bien, si nos avatars sont coupés en plein milieu, ici, on a seulement le torse, on n'a pas de jambes, c'est un petit peu bizarre. Il y a des choses comme ça qui font qu'on se sent peut-être moins en immersion ou en connexion vraiment avec les gens et les objets virtuels autour de nous. Il y a de l'expertise au niveau de la qualité des expériences. Ça prend une expertise assez soutenue en ce moment pour créer des expériences virtuelles et augmentées intéressantes et riches. Ça prend beaucoup de temps puis beaucoup de connaissances. Et la latence. Donc, on le voit là en ce moment, moi, je suis sur ma connexion filaire parce que je ne voulais pas manquer, je ne voulais pas que ça plante. Donc, je n'ai même pas activé mon Wi-Fi. Alors, c'est encore plus vrai quand on a un casque et là, si ça bloque, ça s'entrecoupe, c'est très, très, très désagréable comme expérience. Alors, l'autre limite, bien sûr, c'est le facteur humain. Alors, j'ai parlé de rechercher des expériences en français, mais rechercher des expériences tout court, quand on a vraiment un contenu ciblé, on a vraiment un objectif pédagogique en particulier, puis on essaie de trouver le contenu virtuel ou augmenté qui va venir pouvoir s'insérer dans notre plan. C'est assez fastidieux comme travail. La même chose au niveau de la création. Donc, si je dois, moi, créer ce contenu-là, c'est sûr que je vais peut-être choisir de m'en passer tout court. Donc, je ne ferai même pas d'expérience virtuelle ou augmentée en classe si j'ai besoin de le créer et que je n'ai pas l'expérience ou le temps pour le faire. Et bien sûr, la formation. Donc, la formation pour pouvoir créer tout ce contenu-là, mais aussi pour pouvoir le vivre. Alors, nous, on le voit au récit, on se promène, on fait des expériences augmentées virtuelles avec les enseignants, les élèves, mais c'est toujours à remontrer comment manipuler, comment accéder à ça, comment on met le casque, comment on trace notre zone virtuelle, etc. Donc, c'est toutes des choses qui doivent être montrées non seulement aux enseignants, mais aussi aux élèves qui vont vivre les expériences. Et enfin, en ce qui concerne les limites, donc, faut se poser la question, est-ce qu'on veut que l'éducation soit dans le métavers aussi? Parce qu'on a parlé tout à l'heure qu'un des ingrédients clés du métavers, c'est que ça soit persistant, donc ouvert en tout temps. Alors, est-ce qu'on veut d'un lieu virtuel comme ça où les élèves pourraient s'y retrouver en tout temps? Alors, ça, c'est la question, elle est lancée, je n'ai pas la réponse. Ensuite, il y a la question d'interopérabilité. Donc, qu'on soit capable de passer d'une machine à l'autre facilement. Donc, ça, c'est super important quand on parle du métavers parce qu'il ne faut pas que ça soit exclusif à une compagnie ou exclusif à une plateforme ou un type d'appareil, que ce soit juste avec des casques de réalité virtuelle qu'on puisse y accéder ou que ce soit juste avec des appareils Apple ou quoi que ce soit. Donc, il faut que ça puisse être, on doit être capable de passer d'un appareil à l'autre dans la même expérience de manière efficace. Et il y a l'immersion. Donc, pour se sentir vraiment à l'intérieur du métavers, on doit avoir tous nos sens doivent être sollicités. Mais au niveau de l'éducation, ce qui est important, c'est, vous l'avez vu, si vous avez vécu des cours Zoom, évidemment, c'est toute l'information qui peut se transmettre entre l'élève et l'enseignant avec un regard. Ce n'est pas encore quelque chose qui peut être traduit dans le métavers. Éventuellement, il y a des gens, bien sûr, qui travaillent sur le eye tracking là, pour que notre avatar éventuellement puisse suivre le mouvement de nos yeux.
dans l'univers virtuel, mais si je suis sur ma tablette, ça ne fera pas ça. Mon avatar va juste se promener comme ça, va hocher la tête, mais moi, en tant qu'enseignant, quand je vais regarder ça, je n'aurai pas l'information physique pour voir si mes étudiants sont attentifs, si je les ai perdus ou quoi que ce soit. Donc, il y a encore des grosses limites à franchir. Il n'y a pas juste des limites, il y a aussi des enjeux dont il faut parler, évidemment. Alors, il y a un gros enjeu au niveau de la pérennité. Vous le savez, si vous utilisez n'importe quelle technologie en classe, que les appareils ont une très courte durée de vie. Alors, c'est la même chose avec les plateformes aussi. On va monter du matériel sur une plateforme, puis après ça, du jour au lendemain, la plateforme n'existe plus. Donc, c'est toujours à refaire et ça peut devenir très frustrant. Donc, il faut trouver des solutions pour essayer de réinvestir ce qu'on a déjà. Il faut établir des lois ou des règles au niveau de la fabrication des différentes technologies qu'on utilise et du service après-vente aussi. Donc, pour qu'on puisse s'attendre à ce que ce qu'on achète puisse nous durer un temps raisonnable. Au niveau de la santé, il y a des enjeux aussi au niveau de la santé. C'est très documenté là, au niveau de la réalité virtuelle, les cybermalaises. Donc, si vous avez déjà essayé le casque, vous êtes peut-être senti justement un petit peu étourdi. Ça peut être désagréable en partant comme expérience. Mais il y a aussi même des dépendances, des cyberdépendances qui ont été documentées. Il y a des agressions. Alors, même si les personnes ne se sont pas fait toucher physiquement, d'avoir plein d'avatars qui simulent des gestes, ça peut avoir l'air d'une expérience très réaliste. Bref, il y a vraiment beaucoup d'enjeux de santé là, dont il faut se préoccuper. Alors, il faut s'adapter à ça. Il faut réfléchir à tout ça et préparer comme il faut les étudiants avant de pouvoir les accueillir dans ce genre d'univers-là, sensibiliser, accompagner. Bref, il y a beaucoup de travail de citoyenneté numérique ici à faire en amont avant de pouvoir aller là-dedans. En parlant de citoyenneté numérique aussi, on va parler de sécurité, évidemment, parce que les compagnies qui vont vouloir créer ce type d'univers-là vont récolter des données sur nous, sur qu'est-ce qu'on fait, veux pas, si on a un appareil et qu'on est en réalité mixte, on active nos caméras. Donc, nos caméras voient à l'intérieur de notre maison. Et là, on peut se demander aussi la frontière entre la vie privée et la vie publique. Alors, quel genre de frontière est-ce qu'on va pouvoir garder entre ce qu'on fait quand on met le casque pour jouer et quand on met le casque pour enseigner ou pour apprendre? Et tout ce qui est en lien avec les deepfakes, avec toutes les différents fausses images, faux documents, etc., qu'on retrouve. Donc, c'est une préoccupation qu'il faut garder à l'esprit. Et il va falloir vraiment mettre en place des fonctionnalités, des mécanismes vraiment de protection directement avant même de signer un contrat avec une compagnie ou quoi que ce soit. Il va vraiment falloir que les mécanismes soient mis en place clairs et transparents pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité à ce niveau-là. En parlant de signer de contrat, ce qui est les enjeux économiques, évidemment. Donc, on a c'est sûr le coût d'acheter les appareils, mais il y a aussi le coût de faire vivre tout cet univers-là. Donc, les serveurs, tout ce qui est données qui sont traitées dans l'info nuagique, ça a une grosse empreinte économique, mais aussi empreinte environnementale. Donc, ça va engendrer des coûts, évidemment, aussi. Donc, encore une fois, il va falloir mettre en place des lois
Et on peut déjà tout de suite commencer à privilégier les entreprises qui sont responsables, donc qui font des efforts précisément pour réduire leur impact environnemental, etc. Donc, avec tout ça, là, on ne parlera plus de seulement éduquer par les métavers ou à l'intérieur des métavers, mais ça va être important d'éduquer au métavers, donc d'éduquer les gens à ce que c'est le métavers ou ce que sont les métavers, comment vivre à l'intérieur de ces environnements-là, comment contribuer de manière efficace à l'intérieur de ces environnements-là. Alors, est-ce qu'il y a un avenir pour le métavers en éducation avec les limites dont on vient de parler, les enjeux, les différentes technologies, etc. Alors, qu'est-ce qui pourrait, de quoi le futur pourrait avoir l'air ou qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer? Donc déjà, pour pousser plus loin l'expérience immersive, il va falloir commencer à utiliser de nouvelles technologies. Donc, il faut s'adapter puis évoluer là-dedans et utiliser d'autres technologies. Donc, les lunettes de réalité augmentée, ça ne date pas d'hier, ça fait très longtemps. Quand on parlait des Google Glass il y a plusieurs années, le projet est mort éventuellement, mais il revient en force. Donc, il y a plusieurs compagnies qui sont en train de travailler sur différentes lunettes de réalité augmentée. Comme ça, on aurait toute l'information directement dans la lunette. Mais encore une fois, il y a des enjeux de sécurité. Alors, parce que ces lunettes-là, par défaut, vont avoir des caméras. Donc, elles filment et elles prennent des photos de notre environnement. Il y a aussi des soutes. Alors, je ne sais pas si en tant qu'enseignant, on veut commencer à porter des soutes comme un Tesla suit avec toutes sortes de senseurs pour aller enseigner dans le métavers et se sentir encore plus en immersion. Peut-être qu'on pourrait s'imaginer dans un environnement au-dessus d'une montagne et sentir la brise nous caresser. Bref, ça peut devenir très, très poétique. Une autre technologie qui n'est pas encore disponible non plus, ce sont les projecteurs holographiques. Alors ici, j'ai fait une petite vidéo de moi. Dans le fond, c'est une application qui s'appelle Volu et qui permet on peut se prendre, on fait juste se capturer en photo et ça nous crée un petit modèle 3D de nous en animation, là, donc en mouvement. Ce n'est pas de très bonne qualité, là, mais l'expérience est là quand même. Et ce n'est pas en temps réel. Donc, c'est vraiment un enregistrement qu'après ça, je fais apparaître, dans le fond, en réalité augmentée sur ma caméra en me filmant à côté de mon petit hologramme. Donc, on n'est pas encore rendu là, mais éventuellement, on pourrait s'imaginer qu'on est en classe et qu'on fait venir un expert de manière holographique à l'intérieur de notre classe. Donc là, ici, on serait en réalité mixte parce qu'on viendrait intégrer la réalité virtuelle à l'intérieur de notre réalité. Il y a aussi beaucoup de développements qui se font au niveau de la traduction audio. Donc, déjà présentement, dans des outils comme Teams, etc., on a la traduction écrite de ce qui est énoncé, mais éventuellement, on va pouvoir avoir la traduction audio en simultané. Donc, ça va être très, très, très utile. Que ce soit qu'on soit dans le métavers ou non, ça va être, ça va être une application très, très, très utile. Pour faire ça, ça va prendre l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de développement dernièrement au niveau de l'intelligence artificielle, mais moi, je parle vraiment d'intelligence artificielle dans la réalité étendue. Donc, on n'est pas encore rendu là. Oui, on a déjà la possibilité de générer des images, etc. On a vraiment toutes sortes d'outils pour générer des images, du texte, et on fait des bonds là, exponentiels dans le développement de cette technologie-là, mais on n'est pas encore rendu à pouvoir mettre un casque, être dans un monde virtuel, puis avec seulement quelques paroles, dire
Alors ici, à gauche, je veux avoir un laboratoire de chimie. À droite, je veux avoir un divan avec une table, un petit espace causerie et que ça apparaisse comme ça. On n'est pas encore rendu là, mais éventuellement, je suis certaine qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de cette manière-là à l'intérieur de la réalité étendue. Donc, en gardant à l'esprit ces technologies futures, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que le métavers et l'éducation puissent cohabiter? Donc, des ingrédients utiles, premièrement, on a besoin en tant qu'enseignant, professeur, on a besoin d'être capable de créer notre matériel ou d'adapter du matériel déjà existant. Donc, que ce soit dans le métavers pour créer des mondes, des lieux, des expériences, etc. Mais tout ça, il faut garder à l'esprit les enjeux de santé. Donc, il faut que les gens avec différents handicaps puissent accéder à ces expériences-là. Il faut penser au cybermalaise, s'assurer qu'on a une alternative. On a besoin aussi d'évoluer au niveau de la technologie, de transformer notre relation à la technologie et comment on l'utilise. Donc, il faut vraiment s'adapter à différents usages de la technologie pour qu'on puisse avoir tous un même niveau, parler un même langage pour être capable d'intégrer ça de manière plus efficace. Mais tout ça en gardant à l'esprit, bien sûr, les enjeux économiques, donc développer tout ça de manière responsable. Il va falloir pour que ce soit vraiment un métavers, ça va demander de la persistance. Donc, ça fait partie de la définition du métavers. Alors, ça doit être un univers persistant et aussi un univers qui est agnostique, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on n'a pas besoin d'être juste dans l'écosystème Apple pour y accéder ou juste dans l'écosystème Android pour y accéder. On peut y accéder peu importe l'outil ou la plateforme qu'on utilise. Donc, ça va demander vraiment qu'on développe de manière pérenne les choses, les technologies, les plateformes et les outils qu'on utilise. Et il ne faut pas oublier l'aspect sociabilité, socialisation et interactivité. Donc, c'est important qu'on garde toujours ça à l'esprit, qu'on développe ça en fonction. Il ne faut pas que ça soit juste un lieu où on met le casque pour aller dans un environnement comme un métaversité pour aller apprendre et c'est tout. Donc, il faut qu'on puisse penser à des espaces de rencontres informelles. Il faut vraiment garder ça à l'esprit parce que les étudiants, les élèves ont besoin de ce type d'espace-là pour pouvoir socialiser, jouer un jeu de cartes sur le bord de la table. C'est vraiment important dans la journée scolaire. Mais tout ça doit se faire de manière sécuritaire, donc avec des règles, des mécanismes, des fonctionnalités qui sont déjà intégrées dans les technologies pour s'assurer de la sécurité des élèves. Donc, je me tente à une petite ébauche de définition qui ne se veut pas académique, là, ce n'est pas une recherche académique, mais bref, une ébauche de définition du métavers en éducation. Donc, le métavers en éducation est un réseau perpétuellement évolutif. Donc, ça change tout le temps, ça se développe rapidement et on est capable de s'y adapter. Donc, un réseau perpétuellement évolutif de mondes virtuels persistants et interconnectés. Donc, on peut aller d'un monde virtuel à l'autre, d'une métaversité à l'autre, ou peu importe. Ce réseau est axé sur l'interaction en temps réel des différents acteurs de l'éducation qui peuvent réaliser toutes leurs tâches habituelles, telles que enseigner, apprendre, collaborer, créer, présenter des projets, recevoir des experts, interagir socialement et même jouer. Il met à profit différentes avancées technologiques. Là, j'en ai nommé quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus. Réalité augmentée, réalité virtuelle, capteur haptique, hologramme, etc. Pour qu'on puisse être immergé totalement ou partiellement via différents appareils dans le métavers et donc accessible via des appareils et des plateformes variées. Alors,
J'imagine une école ouverte 24 heures, accessible partout, de partout, avec présence holographique, une diversité des expériences d'apprentissage parce qu'on peut avoir toutes sortes d'expériences virtuelles, augmentées, etc., mais aussi des modalités d'enseignement, donc même des modalités d'enseignement qui sont probablement même pas encore inventées parce qu'on n'a pas encore les technologies. Une expertise mondiale pardon, partagée et des conversations multilingues grâce à l'intelligence artificielle parce qu'on va pouvoir communiquer avec d'autres personnes de partout dans le monde sans aucune barrière de langue. En parlant d'intelligence artificielle, on va pouvoir justement enlever le facteur humain et la problématique du temps de création et de conception des expériences virtuelles en demandant à l'intelligence artificielle de nous créer ces mondes-là ou ces expériences-là. Et aussi même d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des parcours d'apprentissage personnalisés pour nos apprenants. Et bien sûr, on veut que les élèves apprenants ne soient pas seulement des consommateurs de contenu, qui ne viennent pas seulement dans le métavers pour apprendre, mais qui viennent créer aussi, qui deviennent des créateurs de contenu à l'intérieur de cet univers-là. Donc, tout ça, ça va demander bien sûr de gros changements de pratique et donc un nouveau paradigme de l'éducation qui est encore à inventer. Et c'est tout. J'ai terminé. Merci beaucoup, Marie-Ève. Très intéressant. Merci. Je m'ennuie de te rejoindre. Donc, on a eu quelques questions dans le chat. Est-ce que tu me permets de te poser des questions? Absolument. Super. Alors, de Wonder Lucie, on a la question: comment voyez-vous le potentiel de promotion de l'accessibilité et d'inclusion du métavers dans l'éducation, en imaginant par exemple ce qui est présenté dans le film Avatar, dans lequel un jeune à mobilité réduite surmonte les obstacles de la vie réelle grâce à la vie virtuelle? Mais oui, tout à fait, c'est ça, c'est la beauté de la chose, c'est que ça fait éclater toutes les limites de lieu, les limites d'espace, là, d'univers. On peut voyager dans l'espace, on peut aller voyager dans le temps, recréer des univers, aller dans le futur, s'imaginer des mondes dans le futur, puis aussi, bien sûr, pallier certains handicaps via la technologie. Excellent. Ensuite, on a Luffy Garby qui nous demande, et là, je m'excuse d'avance si je ne le dis pas comme il faut, là. Est-ce que les MMORGPS sont des métavers? Il y en a qui considèrent, j'ai vu un espèce de cadran, là, de continuum ou je ne sais pas trop comment l'appeler, là, des métavers en allant justement de la visioconférence pure et simple au justement monde multijoueur. Et ça dépend de la conception et de la définition qu'on a de ce qu'est le métavers. D'emblée, il y en a énormément. Il y a autant de définitions que de personnes qui ont essayé de définir ce que c'est le métavers parce que ce n'est pas quelque chose qui existe encore. Donc, oui, il y a des gens qui vont dire, bon, ben ça, c'est ce qui s'apparente à du métavers parce que ma définition, c'est un lieu de rencontre de plusieurs personnes, etc. Donc, ça dépend vraiment de la définition qu'on a du métavers. Super. Je vois juste à ce moment dans le clavardage, j'ai une question qui est arrivée de Gabriel Lévesque qui dit: comment font les établissements pour prêter des casques de RV aux étudiants à distance? Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment des lieux, des institutions en particulier. Je sais qu'il y a il y a différents projets pilotes là, en cours en ce moment, justement, pour l'enseignement à distance via des casques de réalité virtuelle. Alors, ça dépend vraiment de l'institution. C'est un prêt comme un prêt informatique usuel, là. Donc, on prête de l'équipement pour une certaine durée.
Et bien sûr, oui, justement, on va surtout parler du Quest parce que sinon, ça va prendre aussi un ordinateur. Donc, on pourra pas seulement prêter, si on prend un casque Rift, par exemple, ou quoi que ce soit, on ne peut pas seulement prêter le casque, il faut aussi l'ordinateur très performant pour accompagner ce casque-là. Alors, c'est plus difficile à prêter dans ce temps-là. Effectivement. On a Amal Boultif qui nous dit un enjeu important est la formation à l'usage des métavers. Il faut des sous, du temps et des experts. Vous en pensez quoi? Bien, c'est exactement ça. Ça, c'est une des grosses limites en ce moment. C'est pour ça c'est pas demain la veille qu'on va être rendu dans le métavers, c'est sûr et certain. Alors, on a encore déjà beaucoup de difficultés juste à prendre en main des outils technologiques de base. Alors, donc, on n'est pas encore rendu à pouvoir se déplacer avec un Tesla suit à l'intérieur d'un métavers. On n'est vraiment, vraiment pas rendu là. Parfait. Je vais avec une dernière question qui va aussi avec un commentaire là, dans le chat. Julie Dubé nous dit, existe-t-il des programmes de réalité virtuelle pour aider les élèves avec TSA à développer des habiletés relationnelles lorsque c'est difficile pour eux? Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un métavers là, pour aider les personnes autistes à développer des habiletés relationnelles? Il y a plusieurs différents outils, les expériences. C'est sûr que c'est énorme, c'est très vaste. Donc, je ne connais pas toute la panoplie d'outils, mais il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est Virtual Speech. C'est intéressant parce qu'on peut simuler des interactions avec des avatars, dans le fond, là. Donc, on peut simuler, on est à un cocktail, puis il y a quelqu'un qui s'approche de nous. Donc, on simule une conversation avec cette personne-là. Mais j'ai pas, c'est ça, j'ai pas une liste exhaustive. J'avais déjà commencé il y a plusieurs années une liste de différentes expériences virtuelles qui peuvent être utiles en éducation et c'est un travail colossal. Définitivement. Bien, Marie-Ève, je prends le temps de te remercier. Merci de nous avoir permis cette immersion-là dans un sujet qui est, ma foi, fascinant. Donc, une très, très belle conférence. On a eu des beaux témoignages aussi là, dans le clavardage. Merci. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. J'ai quelques petits messages pour vous. Donc, on vous invite à aller remplir le formulaire d'appréciation des activités à l'adresse monurl.ca/apprécier ESPAD 23. Donc, vous avez également le code QR qui est à l'écran. Le formulaire, vous pouvez le remplir au fur et à mesure si vous participez à plusieurs activités pendant la semaine de la FAD. Il n'y a pas de problème. Donc, on vous invite également à aller réclamer votre badge. Donc, si vous participez à plus de 3 activités à la semaine de la FAD, vous pouvez aller chercher votre badge numérique. Donc, grâce à nos partenaires, le cadre 21. Vous avez l'URL qui est juste à l'écran ainsi que le code QR. Ensuite, je tiens à remercier les partenaires de cette édition 2023. Donc, ils sont tous affichés à l'écran. Je remercie également le ministère de l'Éducation. Grâce à son financement, là, on est capable de tenir un événement très, très, très intéressant. Et je tiens également à vous inviter au cocktail de clôture qui est propulsé par le REFAD, donc qui se déroulera vendredi 24 février à 14 h. On a plusieurs prix de participation qui seront tirés. Notre comité organisateur sera sur place. On va avoir des intervenants qui ont été là pendant la semaine, qui vont pouvoir parler de leur coup de cœur. On va pouvoir faire un retour ensemble sur tout ce qu'on a vécu et sur tout ce qu'on a appris cette semaine. Je vous remercie grandement pour votre participation. Si vous avez envie de vous inscrire à d'autres événements de la semaine de la FAD, il est encore temps. Donc, vous pouvez visiter le monurl.ca/ESPAD23 pour l'ensemble de la programmation et pour les rediffusions à venir. Donc, vous pouvez aller regarder à nouveau nos activités. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain matin à 9 h pour l'atelier Le mieux-être professionnel grâce à des outils de productivité, donc animé par Amélie Guy et propulsé par Immersion CP. Un grand merci de votre présence et on se dit à demain.